la mort de cette dizaine de militaires de l'opération MINUSMA, des soldats togolais qui ont donc trouvé la mort dans l'explosion de leur véhicule qui a sauté sur un engin explosif de fabrication artisanale. On va regarder sur place également cet élément, sur ce drame. J'ai été très triste d'apprendre que nous venons de perdre des casques bleus au Mali. Et je veux exprimer mes plus profondes condoléances au peuple du Togo et aux familles et aux êtres chers de ceux qui ont été tués dans cette horrible attaque à l'engin explosif improvisé. Les États-Unis sont consternés par cette attaque et la condamnent dans les termes les plus forts. Et nous faisons le deuil de ces casques bleus qui ont fait le sacrifice ultime. Et nous prions pour que ceux qui ont été blessés se rétablissent. Mais nous devons également rendre des comptes à ceux qui sont responsables. Consternation, condamnation, ce sont les mots de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Toujours sur le plateau avec mes deux invités, Francisco Nampokura et Kofi Kanitom, pour faire le débat. Le Mali, donc, c'est ce décès tragique. On parle ici de consternation, de condamnation, mais il y a une question qui se pose. J'ai retrouvé le tweet que le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, a fait après l'annonce donc de ce drame qui est arrivé. Il a fait un tweet et puis à la fin il dit: les forces armées togolaises combattront aux côtés de la MINUSMA et partout ailleurs l'ennemi commun qu'est le terrorisme. Mais une question se pose, je sais que beaucoup ne se la posent pas, mais est-ce qu'aujourd'hui on est toujours obligé, le Togo est-il toujours obligé d'envoyer des troupes au niveau de la MINUSMA? Le Togo est le deuxième contributeur de la MINUSMA aujourd'hui. D'abord, nous allons nous incliner un peu pour ces vaillants Togolais qui sont tombés l'un de nous dans un combat qui était, je dirais, pas notre, mais un combat collectif. En fait, vous voyez, nos États sont dans des relations régionales et internationales. Et par ce fait, ils se sont engagés à pouvoir agir dans un certain nombre de conditions relationnelles. Oui. Par exemple, la participation à la mission de l'ONU, la protection. D'ailleurs, avec la menace terroriste, vous avez vu ces derniers temps, il y a des pays qui s'organisent avec le Togo pour pouvoir assurer la sécurité au niveau des frontières, pour éviter l'infiltration des terroristes sur le sol. Donc, dans cette vision, on peut dire aujourd'hui que si ça a été un engagement pris à ce niveau, le Togo ne peut pas, du but en blanc, demander à ce qu'il ne participe pas à ce combat. Et d'ailleurs, c'est également ce qui expliquerait la réticence de la France à se retirer du Mali, parce que entre-temps, il y avait ce contrat de protection, de protectorat entre la France et le Mali, et que si le Mali était attaqué, le premier pays de la métropole qui devait intervenir, c'était la France, et la France pourrait venir avec d'autres personnes. Voilà pourquoi, ce qui explique la présence française au Mali. Et voilà également ce qui rend un peu difficile la présence russe totalement au Mali. Et aujourd'hui, voilà que le changement de président qui ne respecte plus l'accord qui existait entre la France et le Mali fait venir les Russes et créer dans le pays une certaine rivalité entre deux métropoles pour la protection du Mali. Je suis en train de voir. Parce qu'aujourd'hui, si la Russie venait à faire mieux que la France, ça veut dire que la France, occupant beaucoup de territoires en Afrique, c'est tous les Africains qui vont commencer par se dire que la France a des petits problèmes. Et je me pose la question de savoir, est-ce que cette France va se laisser humilier jusqu'à ce point? Est-ce qu'il n'y aura pas des situations où elle va se montrer? Nous venons d'entendre l'ambassadrice aujourd'hui, elle a dit que les choses ne vont pas s'arrêter là-bas. Il va falloir que nous puissions rembourser ce qui a été fait. On ne peut pas rembourser en étant à l'extérieur, il faut rembourser en étant à l'intérieur. Or, je sais que les États-Unis d'Amérique ne sont plus choses au Mali.
Oui, donc c'est les Français qui sont là-bas. Ça veut dire que s'ils le disent, ils le disent à travers la coopération qu'il y a entre les États-Unis et la France en matière de protection des pays. Qu'est-ce que l'Amérique aura à faire pour pouvoir rembourser cela aux terroristes qui viennent d'infliger un lourd tribut à notre pays. Et tu vois, dès que le truc là était tombé l'autre fois, ça m'a plongé dans mon instinct d'élève. La consternation, elle a été toujours chantée. Et puis, naïvement, nous l'avons récité à l'école sans savoir ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui s'était illustré dans cette histoire-là. C'est l'auteur... comment l'appelle-t-on? Victor Hugo, qui avait parlé de Océanonos, où il disait « Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des causes lointaines, dans un morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu, dure et triste fortune, dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan, à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leur équipage. L'ouragan de leur vie a pris toute la page et a pris toutes les pages et d'un souffle, il a tout dispersé dans le flot. Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots. Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue. Vous roulez à travers les sombres étendues, heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Ô de vieux parents qui n'avaient plus qu'une rêve, des morts sont morts en entendant sur tous les jours sur la grève ceux qui ne sont plus revenus. Voyez, les gens sont partis, les parents étaient là. Tout ce qu'ils rêvaient, tout ce qu'ils attendaient, ils vont mourir en attendant le retour de ces Togolais qui ne reviendront pas. Et nous souhaitons vraiment, nous souhaitons l'éternel pour leurs âmes. Beaucoup de courage également à toutes ces familles qui sont endeuillées. C'est beaucoup de courage parce que bon rétablissement aux blessés également. On va donc poursuivre donc avec le dernier sujet. Ce sera le Togo. On va parler donc de cette illustre personnalité, ancien Premier ministre. Maître Apollinaire Yaovi Madji Agbo-Ibor. Il est décédé depuis mai 2020, un peu plus d'un an et demi maintenant. Eh bien, aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, les cérémonies d'inhumation ont lieu dans son village natal à Kouvé. Nous sommes dans la préfecture de Yoto. Maître Yaovi Madji Agbo-Ibor a marqué l'histoire du Togo. On lui doit beaucoup d'avancées en matière de démocratie. Il a été le premier président de la Commission nationale des droits de l'homme. C'était un avocat hors pair. Ses confrères lui ont rendu au cours de la semaine un hommage que nous allons suivre dans cette illustration visuelle et sonore. Le surnommé Bélier Noir a achevé sa course. Mais avant de laisser Maître Apollinaire Yaovi Agbo-Ibor entrer dans sa dernière demeure, ses pairs du barreau togolais et ceux de la sous-région ouest-africaine ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'est au cours d'une sobre cérémonie organisée le jeudi 9 décembre à la Maison de la Justice à Lomé, maison qu'il a vue régner en tant que bâtonnier de 1987 à 1990. Homme politique, Maître Apollinaire Yaovi Agbo-Ibor fut aussi un avocat hors pair. Il a été le père, le mentor et le formateur de plusieurs avocats. Nous lui devons d'abord d'avoir ouvert grandement les portes de la profession d'avocat au Togo à bon nombre d'entre nous. En effet, il a accueilli et formé, collaboré avec non pas moins de 27 avocats. Ce militant des droits de l'homme a été l'un des avocats qui a comblé les déficits du droit au Togo. Il a été l'initiateur de la Commission nationale des droits de l'homme fondée en 1987. Agbo-Ibor a été l'un des initiateurs de prise de compte des droits de l'homme ici en République du Togo. Et c'est de cette initiative que je me suis inspiré pour aller voir le président Mathieu Kérékou pour qu'il fasse ratifier la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La jeune génération retient que les textes fondamentaux du barreau du Togo viennent de feu le bâtonnier Maître Yaovi
Apollinaire Madi Agboibor. Avocat de formation, Apollinaire Yaovi Agboibor, mort le 31 mars 2020 à l'âge de 77 ans, a aussi fondé le Comité d'action pour le renouveau CAR qu'il a dirigé jusqu'en 2008. Premier ministre de 2006 à 2007, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages et documents publiés, dont le plus récent paru quelques mois avant sa mort, Ce que les anciens m'ont dit sur Couvé, une monographie sur l'histoire de Couvé. Maître Apollinaire Yaovi Agboibor sera conduit à sa dernière demeure le samedi 11 décembre 2021 dans son Couvé natal. C'était donc le 31 mars 2020 et non en mai 2020, comme je l'ai dit tantôt par erreur. Voilà donc pour ces hommages rendus par le barreau à cet ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo. Il a été dit de lui, Francisco, que c'est un avocat hors pair. Il a laissé une phrase célèbre dans le barreau: on peut venir d'Éphèse et plaider à Rome. J'ai envie de savoir, quand on parle aujourd'hui de Maître Yaovi Madi Agboibor, de qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'avocat? Est-ce qu'on parle du politique? Ou est-ce qu'on parle du défenseur des droits de l'homme? Ou on parle de tout ça à la fois? Agboibor, on ne peut rien dissocier de la personne. Avocat, homme politique, défenseur des droits de l'homme, et puis, bon... Homme des lettres aussi. Oui, bon, homme de lettres, on ne le connaît pas de trop. Il a beaucoup d'ouvrages. Oui, mais c'est un homme social. C'est ce que on peut conclure avec tout ce qui se dit sur la personne. Au fait, nous n'avons pas connu Agboibor quand il était, c'est pas quand il était aux affaires qu'on l'avait connu. Donc on était dans le même quartier, tout compte du Massessé, depuis les années 77-78. Donc on a fait l'école avec 16 enfants. La maison d'Agboibor, entre-temps, on visitait. C'était aussi une maison ouverte quand même à tout le monde. Donc, voilà comment nous, avant que cette histoire de démocratie n'arrive, et subitement, c'était Agboibor au devant de tout. Il y avait les droits de l'homme aussi. Les droits de l'homme étaient passés pratiquement inaperçus quand on était petit. Donc c'est vraiment dans les années 90 pour la conférence que lorsque il y avait eu, ou bien Yadema, n'est-ce pas, avait accepté la conférence nationale. C'est eux qui étaient à Lomé 2 chez Yadema. Et je crois que c'était un après-midi. Nous on était à Toko Ranko, parce qu'on marchait souvent du Massessé à Tokoin Ranko les soirs. Donc c'était vers 16h, on a vu, et tout le monde allait de tous les côtés. C'était même des voitures qui filaient. Et c'était quoi? Bon, c'était la conférence nationale qui venait d'être remportée par, comment vous l'appelez, Agboibor, depuis chose. Et je me rappelle que ceci avait déchaîné un public qui était même allé jusqu'à casser le garage, l'entreprise de Emmanuel Nyasingbe, qui à l'époque se situait devant, faisait face à la caisse d'épargne qui est devenue en temps BPEC, aujourd'hui je crois c'est Sunubank. D'accord. Donc quand vous allez voir, il y a un espace vite, bon, des choses un peu cassées. Donc c'est comme ça. Et le jour-là, Emmanuel était arrivé vers Djoumassessé parce que c'était aussi sa base. Et c'était en même temps le groupe des Tomog, Sakaï Tomog, la milice militaro-civile de Yadema, et qui était parti accueillir Ernest et Emmanuel plutôt, qui était garé devant la nouvelle mairie, parce que moi j'ai vu les scènes, et venait pour repousser et aller combattre ceux qui étaient en train de détruire le garage, l'entreprise de Ernest. Bon, c'est là que... Emmanuel, tu aimes trop Emmanuel et Ernest sont de même père, même mère. Okay? Donc, c'est là que ça a commencé jusqu'à la salle de la conférence nationale souveraine. Et on avait, en ce moment, senti, à l'ouverture de la conférence, lorsque la conférence était proclamée souveraine, et jusque même lorsque
le problème de choix de doyen d'âge se posait, quand on avait su qu'il y avait, Agboibo avait réussi, c'est-à-dire que dans son entente avec Eyadema, que en fait, le doyen d'âge de l'Assemblée, ce qui devait servir même de président provisoire, était déjà entendu être du RPT. Et donc, quand subitement dans la salle, quelqu'un avait donné le nom de Namoro et Karamoko, et là, les débats ont commencé, et comment il s'appelle Ninevi, je crois, avait prononcé la phrase, là, les accords n'engagent que les signataires. Donc, ce que Agboibo aurait peut-être mal senti, parce que c'était pas normal d'arriver à convaincre le baobab, comme de l'appeler ou était clair. Bon, si vous voulez, on va trouver tous les mots. Donc, vous voyez que, bon, lui, il avait fait un travail de base, et après, d'autres, bon, sont venus avec leurs idées, pire encore, voilà, les Yovo Devi, les venus d'Europe. Voilà. Voilà votre souvenir. Kofi Kanitom, on suppose que vous avez une plus large mémoire de celui qui était Maître Agboibo. Bon, on a tous suivi les événements dès qu'ils se sont choses épanouies à un moment donné. Sinon, le nom était connu du peuple togolais comme un avocat, et il avait ses bureaux dans les anciens bâtiments de Maître Vial, le français qui était parti, donc il a hérité de ces trucs-là. Et à l'époque même, la question de la justice n'était pas tellement de l'apanage de tous les Togolais. Il fallait être d'une classe privilégiée pour pouvoir chercher à avoir un avocat pour défendre un tel problème. Donc on subissait les coups sans savoir qu'on pouvait se défendre. Et seuls les privilégiés allaient chercher. Et il faut même reconnaître que ce monsieur a beaucoup servi autour de Eyadema comme comment dirait-on, avocat conseiller juridique. Et il était un peu très proche même de la famille Gnassingbé Eyadema. Et tout ce que moi je peux retenir de lui, d'ailleurs ce matin on a suivi la messe qu'il a conduite à sa dernière demeure avant même d'arriver ici. Et nous continuons par nous incliner devant sa dépouille mortelle en raison de tout ce qu'il a pu faire pour les Togolais. Et il faut reconnaître en ce monsieur un homme traditionnel et traditionnaliste qui savait prendre les choses d'une manière comme ça se faisait sous l'arbre à palabre. N'eût été un peu la fourgue de la jeunesse qui est venue le surplomber, peut-être qu'il aurait conduit ce pays doucement vers une transition pacifique et même vers une alternance meilleure que d'autres pays qui ont eu à le vivre que nous. Parce que il faut voir comment ce monsieur a utilisé des subtilités pour aller arracher auprès du chef de l'État à l'époque, Eyadema, la création de la Commission nationale des droits. Ce n'était pas évident, parce que ce n'était pas évident. Quand on vous raconte comment la chose s'était passée, ce n'était pas évident. Dire qu'on allait mettre une Commission nationale des droits de l'homme qui devrait arrêter certaines exactions dans le pays, bien orchestrées par ceux qui étaient autour du chef de l'État. Quand on vous raconte, il fallait du tact. Donc, il était arrivé à le faire. Et à travers lui, il y a eu des déverrouillages de plusieurs institutions qui n'auraient pas dû être. Il est aujourd'hui reconnu également que lorsque la conférence souveraine était posée et que le multipartisme devait arriver, vous saviez, beaucoup de Togolais s'étaient exilés, d'opposants étaient exilés. Donc, il a obtenu l'amnistie générale pour tous ces opposants exilés pour pouvoir venir. C'était en 91 et ils étaient rentrés pour qu'on parle du Togo au Togo. Tantôt nous avons dit que c'est ce que Mamadou Doumbouya faisait. Il veut que tous les Guinéens viennent pour qu'on parle de la Guinée. Et choses. En 93, il a protesté contre l'invalidation de la candidature d'un de ses adversaires d'ailleurs, Gilchrist
Olympio. Vous voyez, donc, ça veut dire que... Ça, c'est le politique, ça. Le politique. Sinon, ça l'arrangeait. Ça arrangeait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait quand même démontrer que, quel que soit le parti, il faudrait que vous soyez ensemble parce que vous parlez du pays. Donc, il a poursuivi sa politique parce qu'il avait créé entre-temps le CAR, Comité d'action pour le renouveau, donc où il était lui-même président, et il voulait briguer la présidence parce que à un moment donné, c'est ça un peu ce qui aussi a marqué la vie politique du Togo. Entre-temps, tous étaient derrière Yadema, tout ce que nous avons suivi était consensuellement planifié. À un moment donné, tous se sont rétractés et chacun voulait prendre la place de Yadema. Non, vous savez, c'est l'homme qui avait le niveau de Yadema, c'est-à-dire qu'il pouvait discuter avec Yadema dans les thèmes les plus simples. Et à l'époque, je vais vous dire, on était pratiquement dans les mêmes quartiers. Kofigo même était non loin. Il habitait Albert Loué chez M. Kao. Et puis, vous savez, il n'a pas connu quelque chose. Il a connu, vous savez que sa maison, son domicile à Déhui, et pas à Déhui, à Djouma Sissé, c'est-à-dire que là où même la maison mortuaire à Lomé avait été brûlée. Oui, moi, je me souviens. Je suis rentré aussi plusieurs fois dans cette maison. Si je vous dis, moi, je peux dire que peut-être que j'étais tombé par hasard sur le commando qui allait, parce que j'allais vers Boulevard et Yadema quand un commando, je crois au moins 6 personnes, avec les haches, ils couraient, ils chantaient, ils sont passés. Le temps d'aller au Boulevard et Yadema et revenir, la maison était en feu. On avait appelé les sapeurs-pompiers qui étaient venus d'abord sans de l'eau dans la voiture. Donc, c'est le voisinage avec les moyens de bord qui avait chose. Bon, maintenant, quand nous prenons, et bien sûr, il avait convaincu Yadema, mais je peux dire que celui à qui cette CNDH aurait encore bien profité, c'était un fils de Yadema, disons, Pacha Nyansingbe est co-accusé. N'oubliez pas qu'après la condamnation de Pacha pour 20 ans de prison, le juge Petit Lebia, le jour en clôturant l'espace ce procès, avait laissé une faille. Et une faille de justice qui était vraiment très galant, il faut le féliciter, en demandant une enquête de la Commission nationale des droits de l'homme sur les allégations de torture. Mais les gens n'avaient pas vu que c'était vraiment un cadeau qu'il avait donné à Pacha Nyansingbe accusé. Effectivement, cette commission, à l'époque, il y avait quand même des gens de trempe et courageux, comme Kofi Kunte. Non, c'était pas Kofi Kunte. Et je crois, il y avait, je me rappelle de Changai, le général ou colonel Changai, qui étaient dans la commission et qui ont fait des enquêtes avec des analyses médicales qui ont révélé également et qui effectivement qui a eu torture. Normalement, si on était dans un pays normal, cette CNDH profitait au Pacha et il devait être relâché parce que les aveux avaient été recrutés sur effet de torture. Vous imaginez, bien sûr, et Adema pouvait être réfractaire, ne pas vouloir, mais en fin de compte, c'est à son profit. Si le Togo vraiment avait opté pour cette démocratie que tout le monde voulait. Alors maintenant, l'homme, on parle de son héritage politique. Vous l'avez rappelé tantôt, Kofi Kanetom, c'est lui qui a fondé le comité d'action pour le renouveau. Le parti d'ailleurs porte son identité. L'emblème du parti, c'est un bélier noir. Et littéralement, le nom Agboibo signifie bélier noir. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kouvé, le bélier noir n'a pas été enterré avec son parti? C'est aussi le fait de l'homme. Est-ce que vous voyez, tout de suite, ils sont derrière vous et tout de suite, ils se désagrègent derrière vous. Je viens de dire quelque part que l'union entre les hommes est fondée sur cette mutuelle tromperie. Et vous voyez, c'est ce que j'allais dire, que même au cours lors de sa vie politique, il a été l'objet de critiques acerbes. En 93, quand il avait eu à remporter
plusieurs sièges, 93 ou 94. Ouais. Il avait réussi à obtenir plusieurs sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Ouais. Et qu'il coalisait avec les autres choses-là, il devait déjà avoir cette majorité parlementaire et beaucoup de choses auraient changé. Mais Adema, utilisant vraiment de sa stratégie d'homme politique déjà mûr à l'époque, a choisi dans l'opposition un Premier ministre dans le parti qui a eu le plus faible nombre de députés. Et malheureusement, Agbouibo était tombé dans le piège. Il a joué à la politique de cette vide. Et c'est ce qui a fait que ça n'a pas abouti. Et c'est ça qui a opposé. Et même on doit subir également une fracture dans son mouvement avec Maître Apevon, qui s'est désolidarisé avec tout le monde. Donc, ça veut dire que quelque part, ce parti déjà souffrait de quelque chose à un moment donné, de son vivant d'ailleurs, et plus maintenant les attaques des autres partis politiques rivales qui ne voulaient pas que ce soit lui qui perce, parce qu'il se disait que eux aussi ils avaient la capacité de percer le truc là et arriver à commander. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène jusque-là, ces rivalités. Il faut dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui en qui nous pouvons compter qui prendrait les arènes? C'est là toute la question. Agir avec dextérité, avec intelligence, avec sagesse, comme ce monsieur. Moi, je me suis dit que si tout était concentré entre les mains de Maître Agbouibo, peut-être qu'on serait très loin. Mais seulement lui aussi a été convoité par des gens qui avaient des idées, mais qui n'avaient pas connaissance du Togo en tant que Togo, avec tout ce que le Togo possédait à l'époque comme atouts et difficultés. Il vient de le dire. Si, par moment, Maître Agbouibo ne prenait pas le devant des choses, ça devait capituler depuis. On aurait même, on serait même à une époque encore très lointaine. Mais c'est que par moment, il prenait le temps, il allait convaincre Adema, et l'amener à accepter certaines choses qui n'auraient jamais été acceptées. Il revenait vers les siens et vers ses collaborateurs, ses politiciens, et il les temporisait, il les faisait voir la chose de la meilleure manière. C'est pourquoi ça a pu avancer. Mais chacun voulant se percher au plus haut, il y avait cette guerre intestine qui ne lui ont pas été tellement, ces guerres intestines qui ne lui ont pas été tellement favorables. Même quand il fut Premier ministre, beaucoup de gens se sont organisés, beaucoup de partis politiques se sont organisés pour travailler contre lui, pour qu'il ne produise pas de résultats. On sait que Maître Agbouibo, peut-être le reproche qu'on va lui faire, c'est de n'avoir pas préparé la succession. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'héritage politique en prenant en compte cet aspect-là? Oui, non, déjà l'emblème du parti, on dit long. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vu plus loin que peut-être le bout de leur nez. C'est-à-dire que ça s'arrête à moi. Sans moi, puisque même déjà l'emblème, bélier noir, comme son nom l'indique, ça veut dire que le parti n'est taillé qu'à sa dimension. Et même lorsque en temps il avait laissé Apevon prendre, et après ils l'ont phagocyté. Est-ce que vous voyez, Agbouibo même était jusqu'à sa mort, je crois que c'est lui le président du parti. Donc je crois on l'enterre avec ça. Parce que pour réveiller ce parti, ça va être il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, quand on dit un parti politique au Togo, mais vous avez vu, le grand parti, on dit grand parti, RPT, ou bien UNIR, s'il n'y a personne, comme Nyassimbe, personne d'autre peut-être ne pourra prendre ce parti. Donc, c'est des partis congénitaux qui sont nés. Donc, qui sont difficiles. Malheureusement, c'est comme ça tous les partis politiques au Togo. Ah oui, malheureusement. Et ils ne sont qu'à l'effigie de leur fondateur, de leur créateur. Voilà. Et ne peut être géré que par les fondateurs. Personne n'a le droit de pouvoir dire quoi que ce soit. Et quand vous voyez aujourd'hui comment les choses fonctionnent, tout à l'heure nous avons regardé le bâtiment de la justice. Togolaise, on a rigolé là où les gens travaillent. C'est-à-dire que quand vous voyez l'image que New World TV envoie, la beauté de ces images, et puis on voit là en arrière-plan un bâtiment qui est aussi, on dirait que c'est abandonné. Alors que c'est un palais de justice, c'est là-bas que les gens travaillent. Vous voyez, c'est un recul. On
on ne prend pas soin de... Maintenant, quand nous voyons comment certaines affaires sont traitées, où les gens sont en prison n'importe comment, c'est un recul. Et même lorsque la presse, quand on dit la manière dont aujourd'hui la presse est torturée, on peut dire la presse togolaise est torturée, d'abord pas de moyens, donc cette liberté d'expression que les gens ont acquis, elle n'existe que dans la bouche, où n'importe qui, on peut convoquer un journaliste et le garder à vue, comme ce qui arrive à Ferdinand Haïté et ses collaborateurs. Voilà les reculs, les acquis qu'il y avait eu en 90, et beaucoup sont en train de replonger, et je sais quand on pourra les avoir. D'accord. Pour contribution au débat depuis Sokode, M. Djikeni, il dit que contrairement à ce que dit Napo, c'est lorsqu'on voulait rendre la souveraine, la conférence nationale, que le professeur Ninevi, devant l'interpellation de Barry Moussa Barké, a déclaré que l'accord ne lie que les signataires, car c'est Barké et Ninevi qui ont paraphé l'accord du 12 juin 92. Ah, merci. Mais sur le cas du doyen d'âge, bon, ça me reviendra. D'accord. Héritage politique, l'avenir du CAR s'écrit comment? Bon, en fait, maintenant, c'est tout comme Edem Kodjo est parti de la CPP, Madame Diamagbo, tant bien que mal, vaille que vaille, se bat. CDPA, oui. Donc, se bat, vaille que vaille pour pouvoir. C'est Ninevi. C'est Ninevi qui est parti se bat tant bien que mal, mais malheureusement, ça la CDPA, peut-être on vous dira qu'elle n'a jamais eu d'aura politique parce que ça a toujours été considéré comme un parti d'intellectuels qui ne répondait pas aux Togolais. Naturellement, mais quand même, du moins dans la succession, dans la gestion de l'affaire d'un parti politique, en réalité devrait montrer que c'est tout un programme, c'est toute une préparation. Mais pourquoi ce problème se pose au Togo, le problème de Dofina? Pourquoi il n'y a pas de successeur? On voit quelqu'un qui émerge du vivant des fondateurs. C'est ce dont je me posais comme question, que je ne comprends pas pourquoi ces partis politiques ne sont que créés, ou bien les partisans ne sont que tous derrière celui qui a créé, qui est le seul maître, qui peut donner toutes les initiatives, les orientations, les ordres. Hein. Par exemple, avec Edem Kodjo au niveau de CPP, aujourd'hui c'est un autre qui... comment il s'appelle? Econ, non? Francis Econ? Non, c'est par le Beleki à côté, qui vient, mais est-ce que Beleki à côté a la même force qu'avait Edem Kodjo quand il créait son CPP pour ramener tout ce qui était dans la CPP? Il en est de même aujourd'hui pour le PSR, quand Oulou devait être candidat, il a dû quitter le PSR. Je crois, hein? Il est toujours le PSR. Ah, d'accord. Au moins, eux, ils ont pu réussir une alternance. Chose avec Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, est-ce qu'on entend que quelqu'un puisse prendre sa place de son vivant? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que nos partis politiques sont créés pour le business. Ça, excusez, on sait aussi que personne n'est éternel. Pourquoi on ne pense pas à la succession? Il y aura toujours un après. Aujourd'hui, vous voyez, à l'UFC aujourd'hui, c'est toujours Gilcrix qui est là, malgré qu'il ne se fait plus sentir. Il est toujours là-bas. Voilà. Et c'est autour de lui que tout doit se greffer. Avec l'ANC, c'est Jean-Pierre qui est là. Ça, c'est eux qu'ils veulent, ou bien c'est aussi cette jeunesse-là qui ne bouscule pas, qui ne titille pas. Attendez, en matière de partis politiques au Togo, il y a une cassure entre ce que nous avons vu comme les Ninevi, Agboibo, les Arif Aïva, et voilà, il y a eu une cassure. Donc, la jeunesse, c'est-à-dire que la jeunesse qui devait les suivre, cette jeunesse, ils n'ont pas pu entretenir la jeunesse. Le parti s'est limité aux leaders, et puis bon, la jeunesse, c'est quand il y a élection. Non, en fait, moi j'ai appris dans certains partis, certains jeunes
qui ont voulu vraiment faire sortir la tête. Mais on les a étêtés rapidement. Parce que les leaders ne veulent pas aujourd'hui. C'est ce qu'on laisse faire, c'est aussi ça. La politique, j'ai envie de dire, les parricides sont autorisés en fait. La preuve, les AP vont sont partis, ils ont créé leur parti. Et comment il s'appelle? Jean-Pierre Fabre a quitté l'UFC, et parti créé, son parti politique. Dimouré aussi était dans l'UFC. Entre les partis, parce qu'il a voulu faire sortir sa tête. Voilà, parce que c'est rentable, les partis politiques au Togo. Que quand on veut négocier avec le RPT, chacun veut être là. Francisco, je veux maintenant que l'on s'attarde un peu sur la manière dont ces partis sont créés. Et pour voir dans le général comment se crée un parti politique. En fait, moi, je connais plus la création des syndicats, parce que pour créer un syndicat, ce n'est pas un monsieur qui se lève et dit « je crée un syndicat ». C'est des gens qui ont le même problème, les mêmes soucis, les mêmes choses-là, ambitions, qui se réunissent et puis, entre eux, ils élisent quelqu'un. Bon, toi, tu assures aujourd'hui, et puis demain, si ça ne va pas, ou bien au terme de leur mandat, on met un autre. Ici, le premier, c'est lui seul qui crée son parti. Il vous invite à venir. Donc, vous venez. Vous êtes là en tant que ces agents ou ces méthodes. Et c'est lui seul qui connaît et qui vous dit ce qu'il faut faire. Et c'est lui seul qui dépense. C'est lui seul qui dépense, vous ne cotisez pas. Où il trouve l'argent, personne ne le demande. Tout le monde vient. Est-ce que ça veut dire qu'on conclut fatalement que après Agbo-Ibor, il n'y a pas d'avenir pour le cas? Non, c'est de son vivant qu'on devait le sentir. Oui, ça n'a pas été fait. On a vu quand même, il y a les Nador à Oukou, il y a les... Je sais que Aoudi, il est parti, mais il y a le jeune Kondo qui est là. Jean Kissi, on sentait aussi qu'il a pris ses distances peu avant la mort. Vous voyez qui, en termes de succession à... Je ne parle pas aussi de... Parce que Agbo-Ibor, c'est une grande dimension. Mais au niveau du parti, politiquement, en tant que successeur. Non, moi, j'ai dit que le parti est mort. En fait, ça va être encore un nouveau recommencement. On l'a enterré aujourd'hui. Parce que, non, soit ils doivent changer l'emblème. Changer l'emblème. Il y a ça, il y a ce travail qu'il faut faire. Oui, il faut le faire du parti. Voilà, à moins qu'ils veulent vivre dans, comment l'appelle-t-on, toujours dans... Et puis, est-ce qu'ils trouveront un homme qui fera l'unanimité de tous les membres du CAR du temps d'Agbo-Ibor? C'est ce qui est malheureux aujourd'hui au Togo en général. Les gens qui devaient s'engager dans les partis, les gens ne s'engagent pas. Les gens ont peur, personne ne veut. Est-ce que c'est les gens qui ne s'engagent pas, ou bien quand ils s'engagent, ils arrivent à un moment donné, ils constatent que ce n'est pas ce qu'ils voulaient, parce que arrivé, le leader, lui, il a déjà tracé son plan, sa route, son itinéraire. S'il y a un parti qui est créé, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le fondateur qui crée et appelle les autres de venir collaborer, lui seul qui dépense. On définit les règles de départ. Voilà, vous êtes sûr qu'à cette allure-là, il y aura un parti politique. Voilà l'adhésion, voilà comment nous allons mobiliser les moyens pour financer nos activités. Il y avait toute une école démocratique qu'on devait ouvrir au Togo pour apprendre aux Togolais. Non, il y a l'école du parti qui devait se créer, non? Oui, c'était pas une école démocratique. C'est pourquoi je parle d'une école démocratique qui doit se créer. Si je vous comprends bien, vous pensez que politiquement, le CAR ne peut pas survivre à Agbo-Ibor? Ça va être difficile. Même quand je dis que on l'a enterré avec, c'est un peu dur, mais ça va être difficile. Agbo-Ibor, c'est toute une vie, c'est tout un combat, c'est toute une idéologie aussi. Est-ce qu'il y a un héritage idéologique d'Agbo-Ibor qui peut servir aux autres? Oui, bon, certainement des gens en parlent. D'ailleurs, une conférence a eu lieu, je pense que c'est le 8 décembre. Est-ce que les conférenciers, est-ce que les conférenciers, les universitaires, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager, d'accord, eux qui ont l'idéologie, est-ce qu'ils sont prêts à s'engager dans un autre parti que l'UNIR? Je ne sais pas si vous voyez, les gens ne vont pas risquer leur vie. Au fait, vous savez, il y a l'histoire de vie d'Agbo-Ibor qui a été commentée et qui a intéressé beaucoup de personnes. Nous avons vu tout de suite comment l'hommage lui était rendu. Il y a autour de près de 27 avocats qui ont été formés.
Mais à partir de là, on peut écrire et retenir ces idéologies. Et il y a des gens de son parti, même si aujourd'hui ils ne sont pas prêts à y retourner, qui gardent un peu de leçons, de sagesse que ce illustre personnage a pu leur communiquer avant de mourir, parce qu'il y a beaucoup de témoignages à son endroit. Oui, mais en même temps, vous vous rappelez, c'est dans ce même Togo qu'on a dit que nous allons combattre le quart au même titre que UNIR. En ce moment, Agboibo était là. Est-ce que pour les autres partis, ils vont se dire, bon, Agboibo, c'était quand même une personnalité, une idéologie qu'on peut copier? Il paraît que la fin des hommes les rend beaucoup plus célèbres, parce qu'on découvre ce qu'il fut à l'époque, et puis ce qu'ils furent à l'époque, et puis on les réhabilite. Beaucoup de... Je ne vais pas m'attarder sur... Il a eu droit même à un colloque scientifique qui a sorti beaucoup de choses et qui sont même en train d'être écrits, et même parce qu'il y a beaucoup... même un ouvrage qui est sorti, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ok, donc il y a beaucoup de choses que maintenant... Maintenant, il va falloir que, comme tu le disais, nos universitaires s'en saisissent pour voir ce qui est bien à vulgariser dans le commun des hommes. C'est ça, nous n'arrivons pas à capitaliser les bonnes choses et à les enseigner. Oui, ça c'est une réforme totalement de l'enseignement. Est-ce que on sait véritablement qu'il y a des mains, Sylvanus Olympus, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Nicolas Grunitzky. On ne sait pas. Non, à l'école, on enseigne juste qu'ils ont gouverné de tel à tel. Et puis c'est fini. Sauf ce qu'on apprend aux enfants, c'est que le roi Agokoli aurait construit les murs avec le sang humain. Ils sont complètement fausses, mais qu'on continue par enseigner. Moi, la dernière fois, j'ai vu ça encore dans le livre d'un enfant de l'école primaire qui me parlait de roi Agokoli avec le mur. J'ai dit, mais quelle était la dimension du mur qui a clôturé Notien? Et puis, combien était la population de Notien à l'époque? Et que c'est clite de sang peuvent construire les murs. Est-ce que vous voyez? Donc, il va falloir que beaucoup de choses on continue d'enseigner, alors que nous avons des gens, on a des choses à l'intérieur d'aujourd'hui. Quand vous tombez sur des livres, vous voyez que le Togo avait des grands chefs, des rois qui avaient des principes. J'aime souvent donner l'exemple de chez moi et en Pays Bassa, qui était totalement constitué en royaume, une royauté, et qui avait également son code de droit. Il y a comment il s'appelle, Luc Songhai, qui est très habitué à la culture, avait même sorti un livret sur la civilisation du peuple bassa. Donc quand vous voyez, c'est des valeurs qu'on n'enseigne pas, et que quand aujourd'hui on croit que c'est le planning familial, c'est le blanc qui a amené. Non, le planning familial existait chez nous parce qu'une femme, on sait qu'elle ne peut pas donner tellement trop d'enfants, et c'est limité même par les noms. C'est-à-dire que le nombre de noms que tu dois donner à tes enfants, à part ce nom-là, peut-être c'est Ayundo. Ça veut dire que normalement, tu ne devais plus donner d'enfants. Donc le planning familial existait. Il y avait toujours 4-5 ans qui séparaient avant l'arrivée du prince. Francisco, pendant que nous parlons maintenant, et avec ce qui se passe, on peut réhabiliter ce qui ne fut pas. Si effectivement les choses à un moment donné ne se faisaient pas, il faut qu'elles se fassent aujourd'hui. Et nous disons qu'avec le colloque scientifique qui a été organisé et qui a relevé un certain nombre d'éléments appréciables et appréciés qu'on doit retenir de l'illustre disparu, il va falloir aujourd'hui que ces éléments soient repris et travaillés pour être injectés dans la société, parce que ça va constituer des normes de vie et qui vont permettre aux uns, aux autres, et aux générations à venir, à nous qui sommes en train de sortir, et aux générations à venir, pour que désormais le citoyen togolais vive comme chez lui, parce que nous venons de constater que ce monsieur, si cela ne dépendait que de lui, connaissant bien ce pays, il aurait usé des manèges qui pourraient conduire le pays de son état, chose antérieure à la démocratie, sans beaucoup d'incidents. Est-ce que vous voyez, si nous déplorons aujourd'hui que cette démocratie a été émaillée de beaucoup d'irrégularités, c'est parce que des gens, à un moment donné, ont voulu prouver à ce dernier, dans l'inobservance du
du droit d'aînesse, qu'ils étaient plus intelligents que lui, qu'ils pouvaient réussir les choses plus vite que lui. Et finalement, nous tous, nous en empâtissons. En tout cas, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Que la terre lui soit légère. Condoléances donc à toute la famille. Merci beaucoup Francisco Nampokura, directeur de publication de Tampa Express. J'ai bien prononcé, c'est Tampa. Oui, Tampa Express. On apprend à Bassa ici. C'est une nouvelle prononciation là. On profite pour envoyer un coucou à tous ceux qui nous suivent. Donc à Bassa. Oui. Bassa, Sokodé et Maître Tailleur depuis Sokodé, Banabessé, il nous suit beaucoup. C'est un fan de Firmet Eco. Bonjour à Maître Tailleur. Je voudrais aussi remercier toute la coordination technique de l'émission assurée par Sylvain Tata Adigli, que j'appelle affectueusement Togui. La caméra, c'était Thomas Choi. À la réalisation, Richard Kourfanga et Do Afanou pour la diffusion. Merci.